Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Julia Collet, qui est naturopathe. Et donc, j'ai envie de savoir qui tu es, tout simplement, Julia. Oui, merci de m'accueillir. Moi c'est Julia Collet, j'ai 32 ans et je suis naturopathe et formatrice en symptothermie. Donc j'exerce au Mans, mais parfois aussi en visio. Voilà. Chouette. Et donc, dis-moi, c'est quoi qui t'a amené à faire ce métier, ces métiers, parce que tu as deux casquettes? Oui, effectivement. Alors, c'est pas forcément très joyeux, mais parfois, même souvent, je pense, c'est dans les épreuves de vie, en fait, qu'il y a des choses qui se révèlent. Et moi, du coup, je suis devenue naturopathe suite à un deuil. Voilà, j'ai perdu quelqu'un de proche et ça a remis ma vie en question, notamment ma vie professionnelle. Il faut savoir qu'avant, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe. J'étais réceptionniste dans des hôtels. Mais ça m'a permis de voyager, de voir le monde, d'apprendre des langues. Enfin, je regrette pas du tout mon ancienne carrière. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de sens. Et ce qui me plaisait dans ce métier, c'était vraiment la notion de service, en fait. Aider les gens, les rendre heureux. Voilà. Et il se trouve que dans mon deuil, ce sont tout ce qui va être un peu médecine douce qui m'ont beaucoup aidé à aller mieux. J'ai commencé à me renseigner puisque voilà, ce que j'aimais, c'était rendre service aux gens. Et bien comment moi, à mon tour, en fait, j'allais pouvoir aider les gens. Et du coup, j'ai découvert la naturopathie. Donc j'ai d'abord testé sur moi, j'ai vu que ça regroupait plein de techniques et je me suis dit super, je vais pas m'ennuyer, il y a plein de choses à apprendre. Je suis allée aux portes ouvertes d'une école de naturopathie à Paris et j'ai dit ok, c'est pour moi. Ça c'est pour la partie naturopathie. Pour la partie symptothermie, c'était vraiment là aussi expérience personnelle où j'avais fait le tour des pilules, à chaque fois j'avais des effets secondaires, et puis j'ai mis un stérilet en cuivre, et puis là j'ai terminé à l'hôpital malheureusement, et du coup le gynécologue voulait me remettre une pilule, et pour moi c'était pas possible parce que je savais que j'avais déjà fait le tour, que ça ne me convenait pas. Et du coup, comme on nous avait présenté la symptothermie pendant mes études de naturopathe, et bien c'est là que je me suis dit ok, c'est le moment, je vais me former pour apprendre la symptothermie, quitte à remettre un stérilet en cuivre après. Et au final, j'ai tellement été emballée par la méthode que je me suis dit non, je vais pas remettre quoi que ce soit. Je suis très bien avec mon corps tel qu'il est, avec cette méthode, en le laissant vivre ses cycles naturellement. Et j'ai aussi vu que au moment en tout cas où je faisais mes recherches, personne proposait cet accompagnement en Sarthe. Et je me suis dit ça pourrait être chouette en fait de faire connaître cette méthode et d'apporter cette méthode au Mans. Et comme ça reste encore pas très développé en France, même si ça prend de plus en plus de place, je me suis dit je vais aussi le proposer en visio. Comme ça, je peux toucher un maximum de femmes. De personnes. Génial, merci. Voilà. Eh bien, maintenant, une question que j'ai envie de te poser, que tu m'as insufflée il y a quelques temps, la première fois où on s'est rencontrés, qui est quel est ton cadre professionnel? Oui, alors c'est vrai que la naturopathie, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de diplôme en France, c'est des certifications, donc n'importe qui peut se dire naturopathe. Et pour moi, la question de déontologie est importante. Donc moi, j'ai fait une école de naturopathie qui s'appelle ISUPNAT, qui fait partie des écoles de la FENA, qui se regroupent et qui nous offre un certain cahier des charges où on a plus de, il me semble, 1200 heures de cours, avec aussi des cours d'anatomie-physiologie pour pouvoir parler aux autres professions libérales et pas être complètement largué, pour savoir comment le corps fonctionne. C'était beaucoup de cours en présentiel, donc ça posait vraiment un cadre. Et puis aussi de savoir rester à sa place, c'est-à-dire que la naturopathie ne peut pas tout faire, hein. Donc on ne remplace pas un médecin, on ne peut pas remettre en question un traitement ou dire à la personne ah non, vous devez arrêter tel ou tel médicament. Et puis faire attention aussi aux plantes qu'on va donner pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse.
Voilà, il y a aussi, bon, comme beaucoup de professions, je pense, le secret, enfin la confidentialité qui est importante. Et puis oui, savoir rediriger quand ça dépasse nos compétences. Donc voilà un peu pour le cadre et la déontologie. Yes, merci. Ouais. Eh bien, il y a une question que je pose d'habitude avant, Oui. que j'ai oubliée, qui est, mais quelles sont tes valeurs? Ouais. C'est vrai que c'est important. Je pense ma valeur principale, ce serait la bienveillance. En général, ce que les personnes me disent, c'est que oui, tu es quelqu'un de très douce, et je pense que c'est vrai. Donc pour moi, c'est important de recevoir les personnes au cabinet dans le respect de leurs croyances, de là où ils en sont, de les accueillir avec bienveillance, de ne pas être dans le jugement pour que la personne puisse vraiment être à l'aise, livrer ce qu'elle a envie de livrer, et puis oui, qu'on ait une bonne relation thérapeute qui s'installe. Merci. Ok, maintenant on va passer aux 5 mises en situation. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Donc la première, voilà. Je suis en désir d'enfant depuis quelques temps et je me pose la question de est-ce que la naturopathie pourrait me soutenir dans cette phase de ma vie? Oui, absolument. Surtout qu'en général, il me semble que voilà, au tout début, quand on a un désir d'enfant, il me semble que c'est qu'au bout d'1 an, si on est jeune, qu'on peut avoir un accompagnement médical. Donc, entre-temps, ça peut être super de s'aider de la naturopathie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on vit des rythmes de vie très effrénés. Où il y a certaines choses de notre hygiène de vie qui peuvent être mises de côté ou pas assez optimisées. Et du coup, la naturopathie, ça vous permet de faire un point. Et j'insiste sur le fait que dans un désir d'enfant, vous êtes 2. Donc moi, j'accueille sans problème les 2 partenaires, que ce soit madame et monsieur. Voilà, parce que dans les problématiques de fertilité, en fait, il y a les 2 qui rentrent en compte. Et si vous travaillez tous les 2 sur votre hygiène de vie, vous maximisez aussi vos chances. Donc la naturopathie, ça peut vous aider puisqu'on va revoir votre hygiène de vie. On va passer en revue l'alimentation. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment dans votre alimentation de vitamines, de minéraux et que ça peut freiner certaines ou ralentir certaines choses. On va parler de gestion du stress, voilà, parce que le stress a un impact important sur le système hormonal. Est-ce qu'il y a une activité physique? Est-ce que vous dormez suffisamment? Parce que ça aussi, c'est super important pour l'équilibre hormonal. Donc, on va vraiment passer en revue un petit peu tout ça, voir, ok, où est-ce que ça peut pêcher? Et franchement, parfois, c'est des conseils tellement simples, mais juste en se concentrant sur 2-3 aspects, moi, j'ai des personnes voilà, qui ont un projet grossesse et juste en faisant attention sur ces quelques lignes-là, m'annoncent 2-3 mois plus tard que ça a fonctionné. Donc moi-même, parfois, je suis bluffée devant ma commande des choses simples. Voilà. Après, il n'empêche, si vous avez une endométriose, un SOPK, bon là, effectivement, peut-être que ça va être plus compliqué, mais on peut travailler avec ça en naturopathie aussi. Et ce que j'apprécie de la naturopathie, c'est que ça vous rend acteur de votre santé. En fait, vous allez pouvoir mettre des choses en place là où, en général, quand on entre dans un parcours PMA, on est souvent tributaire de la médecine et il n'y a peut-être pas grand-chose à faire à part suivre le protocole des médecins. Là, au moins, vous avez quand même possibilité d'être acteur à un certain niveau. Ok, merci. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième mise en situation, qui est, voilà, je suis une femme en périménopause et je voudrais savoir comment se déroule une séance de naturopathie. Ok. Donc, comme je te le disais, en fonction des formations du naturopathe, et même si on a fait la même école, on est tous un peu libres de construire notre consultation un peu comme on préfère, mais il y a quand même des grandes lignes. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'accueille d'abord la personne, je lui demande ses objectifs, pourquoi elle vient. Donc là, on est dans un cas de périménopause, donc très certainement que la femme, elle va avoir des symptômes
désagréable, ou alors elle veut anticiper en prévention, elle se dit ok, comment je peux éviter les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, la prise de poids, parce que souvent ça c'est les symptômes les plus connus, mais je me suis aussi rendu compte dans ma pratique qu'en réalité dans la périménopause il peut y avoir plein d'autres symptômes. C'est un sujet un peu tabou, mais ça peut être des fois des douleurs articulaires, se sentir vraiment c'est ce que les femmes me disent, mais comme une petite vieille, avoir mal partout, à perdre leur énergie, et elles se sentent vraiment mal par rapport à ça. Donc je prends les objectifs, leur parcours un peu santé, leurs antécédents, est-ce qu'elles prennent des médicaments pour être sûre de ne pas donner une plante qui pourrait interagir. On prend des renseignements généraux. Ensuite, je fais une analyse de morphologie. Donc, c'est comme en Ayurveda ou en homéopathie. Et ben, en naturopathie aussi, on a différents types de tempéraments. Donc, on fait une petite analyse de morphologie. Donc, vous restez habillé, vous êtes debout, et puis c'est moi qui regarde. Ok, vous êtes plutôt dans telle branche, tel tempérament en naturopathie. Donc, il y a ça. Ensuite, je pratique aussi l'iridologie. Donc ça, tous les naturopathes le font pas forcément, mais ça faisait partie de ma formation. Donc, en fait, c'est l'étude de l'iris. D'accord. Je regarde avec une loupe dans l'iris. Et ça me permet de voir un petit peu la forme nerveuse de la personne. Donc s'il y a de la fatigue, on va peut-être éviter une grosse détox, parce que ça va la rendre encore plus fatiguée. Et puis ensuite, on a une carte. Chaque zone de l'œil correspond à une zone du corps. Et ça nous renseigne... ça nous permet de questionner un peu plus en détail, parce que souvent, les personnes vivent avec plein de bobos. Et quand je leur pose la question « Ah non, moi je suis plutôt en bonne santé », et puis... en regardant les choses sur les yeux, parfois en questionnant « Ah oui, vous avez raison, j'ai souvent des migraines, mais j'ai oublié de vous le dire. » Donc voilà. Bon, ça remplace pas du tout un scanner, mais c'est intéressant. Et c'est à remettre dans le contexte. Et ensuite, là, je pense que c'est ce que tous les naturopathes vont faire. On a l'anamnèse. Donc ça, c'est un questionnaire sur votre hygiène de vie, et c'est ce que je disais. Donc on passe en revue le sommeil, la digestion, l'alimentation, la gestion du stress. J'ai aussi toute une partie sur le cycle féminin. Et voilà. Et en fait, tout ce but de ce questionnaire et de cette consultation, c'est essayer de trouver la cause. Qu'est-ce qui cause aujourd'hui le déséquilibre ? Et voilà, en périménopause, souvent c'est un chamboulement hormonal. Donc nous, en naturopathie, on voit les choses aussi de manière très globale. Donc c'est essayer de voir, ok, dans mon hygiène de vie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux éliminer mes toxines, pour peut-être, avoir un corps qui va mieux fonctionner, comment je peux limiter mon stress, etc. Et donc ensuite, une fois qu'on a terminé ce questionnaire, donc je reprends vraiment tout ce qu'on s'est dit, et c'est là que j'établis un plan d'hygiène de vie individualisé, personnalisé, et aussi que j'essaye toujours d'adapter à la personne, en fonction de son quotidien, de ses impératifs de vie. Donc là, bon, c'est en périménopause, mais je pense aussi aux jeunes mamans, des fois qui sont débordées, pour consommer plus de légumes, par exemple, ça peut être simplement prendre des surgelés. Voilà, là au moins, vous gagnez du temps, mais vous arrivez quand même à manger des légumes avec une certaine qualité en vitamines et minéraux. Donc voilà, et la personne, elle repart avec sa petite fiche de conseils, et puis nous, on se redonne des nouvelles d'ici un mois. Donc en fonction des problématiques, il peut y avoir plusieurs rendez-vous de suivi. Donc en moyenne, je dirais déjà en 2 rendez-vous, moi en général, les personnes ont des bons résultats. Et l'idée, c'est de guider la personne vers une autonomie, en fait, en tant que naturopathe, on est des éducateurs santé, donc le but, c'est aussi de la rendre autonome, en fait, de lui donner des conseils pourquoi il faut faire ça. Et puis, bon, quitte si elle revient, peut-être pour une autre problématique, un autre moment dans sa vie. Ok. Ouais. J'ai tout compris. Ah, super. Ok, maintenant, on va passer à la 3e mise en situation, qui est... Voilà, j'ai perdu mon bébé il y a 3 mois, donc je vis un deuil périnatal, et je voudrais savoir, est-ce que la naturopathie peut me soutenir dans ce moment titanesque de ma vie, et comment? Oui, alors effectivement la naturopathie peut vous accompagner. D'ailleurs le deuil, moi c'est ce que j'avais dit au début, mais c'est une thématique qui m'a touchée également.
Ça a été mon sujet de mémoire de fin d'études aussi. Donc je me suis pas mal penchée sur la question. Donc il faut savoir que le deuil, c'est une épreuve de la vie émotionnelle qui est difficile, qui impacte aussi bien donc, tout ce qui va être corps émotionnel, mais aussi le corps physique. On va vraiment aussi avoir... on peut avoir des troubles physiques qui sont rattachés, un épuisement, parce que le stress est tellement énorme que ça va nous vider notre énergie. Et je pense que déjà, dans un premier temps, c'est accompagner les émotions. Donc pour ça, en naturopathie, on va avoir les fleurs de Bach. On peut éventuellement aussi avoir les massages. On peut avoir des plantes aussi. Et puis, on va essayer de revitaliser la personne ensuite aussi. Donc, voilà comment on peut lui ramener assez de vitamines et de minéraux pour essayer de ramener de la vitalité, aider la personne à se recharger. Et puis peut-être après, mais je pense que ça c'est plus tard dans un prochain temps, mais en fonction de comment la personne avance dans son deuil, on peut aussi retravailler ensuite de comment repréparer le corps après ce deuil et cette fausse couche à repartir, et comment on peut aussi peut-être redonner confiance à la femme, parce que souvent après il y a des peurs qui sont associées à tout ça. Donc là aussi avec beaucoup, je pense, les fleurs de Bach en ce qui me concerne, on peut venir travailler là-dessus pour accompagner tout ce qui est émotion, et ensuite avec l'hygiène de vie, les compléments alimentaires, les plantes pour restaurer un niveau d'énergie vitale normal, on va dire. C'est complet. Ouais. J'aime beaucoup. Merci. Et bien maintenant, on va passer à la quatrième mise en situation. Oui. Qui est, voilà, je suis en plein désir d'enfant et j'aimerais savoir si la symptothermie peut me soutenir dans cette phase. Eh bien, oui, absolument. La symptothermie, en fait, c'est une méthode d'observation du cycle féminin où vous déterminez votre phase fertile et votre phase infertile. Et on prend aussi en compte, du coup, la fertilité de l'homme. Donc, c'est les deux choses qui sont mises en commun. Et la femme l'utilise comme elle le souhaite, donc ça pourrait être de la contraception ou pour optimiser ses chances de tomber enceinte. Donc voilà, en fait, ça va être... En symptothermie, on va observer deux choses pour déterminer si on est fertile ou pas. Donc on va venir prendre sa température tous les matins, sa température basale, avant de se lever. Parce que une fois qu'on a eu l'ovulation, en fait, on a une montée de température. Donc voilà, déjà la symptothermie, en prenant sa température, ça vous permet de savoir déjà si vous ovulez. Ça permet aussi... de voir si vous avez une phase lutéale, donc post-ovulatoire, qui est assez longue. Et puis ça vous permet aussi de savoir à peu près quand vous ovulez. Parce que très souvent dans les livres scientifiques, on va à J14, j'ovule au jour 14. En fait, ça dépend beaucoup des femmes. Peut-être que vous avez un cycle long, donc on a des femmes qui ovulent pas du tout autour de J14, plutôt autour de J18, J20. D'autres, peut-être que ça va être un peu plus tôt. Donc ça, déjà, c'est assez précieux. Voilà. Sachant que la montée de température, c'est quand même... en fait, ça nous renseigne a posteriori de quand j'ai ovulé. Donc ce qu'on va ensuite observer, ça va être soit... le terme n'est pas très glamour, mais c'est comme ça qu'on appelle en français, c'est la glaire cervicale. Voilà. Donc c'est des sécrétions qui sont émises au niveau du col de l'utérus et qui vont être plus abondantes, qui changent d'aspect en fonction de à quel moment vous êtes dans votre cycle. Donc c'est ce qu'on va venir observer et c'est ce qui va nous aider à déterminer quand on est fertile ou pas. Chez certaines femmes, c'est compliqué, ça peut être compliqué à observer, et dans ces cas-là, elles peuvent observer leur col de l'utérus, puisque lui aussi évolue au moment du cycle. Et donc ça nous renseigne aussi à quel moment a lieu plus ou moins l'ovulation. Et en fait, grâce à la symptothermie, on a une idée à 1 ou 2 jours près à quel moment a lieu l'ovulation quand on met en commun ces deux choses-là.
Voilà, et puis on a aussi d'autres conseils qu'on va donner en tant que formatrice de symptothermie. Donc, moi j'utilise la méthode sans y-plan et on peut aussi donner des conseils par rapport au niveau de la fréquence des rapports. Des fois on a des couples qui vont dire ah, je vais faire tous les jours pour être au max et ça peut être un peu épuisant. Du coup on n'a pas besoin forcément de faire tous les jours, donc c'est aussi guider le couple de dire ben non, pas forcément tous les jours, mais par exemple déjà un jour sur deux pour monsieur, bah, ça l'aide aussi à avoir un sperme plus concentré en spermatozoïdes. Donc voilà, on donne aussi des petits conseils aussi pour le partenaire, voilà, pour augmenter ses chances, pas être non plus dans quelque chose de trop stressant, mais en tout cas, voilà, ça permet une meilleure observation du corps. Et alors, j'ai plus les pourcentages en tête, mais le fait de connaître ses cycles, de connaître son corps, de savoir quand vous êtes fertile, je crois que ça augmente de 40% la rapidité dans laquelle vous allez tomber enceinte, plutôt que d'avoir aucune connaissance sur le sujet. Donc voilà, et observer son cycle féminin, c'est un très bon indicateur de votre état de santé en général, puisqu'on peut voir, voilà, s'il y a un SOPK, ça va se voir sur la courbe de température, ça va se voir au niveau de la glaire, et comme je disais aussi, si on a un déséquilibre hormonal, on voit qu'il y a une phase lutéale trop courte, et bien là aussi on peut se dire, ah ok, donc soit on redirige vers un médecin, gynécologue, sage-femme, soit dans un premier temps, c'est peut-être pas un déséquilibre qui est très grand, et on peut se dire, ok, et bien on peut agir avec des plantes progestérone-like par exemple. Ok. Là encore, c'est super complet. C'est super complet, c'est passionnant, moi j'adore, et c'est cool d'avoir ces deux casquettes de symptothermie, donc formatrice où je peux étudier les graphiques, et ensuite apporter des solutions concrètes avec la naturopathie, c'est très chouette. Chouette. Ouais. C'est le mot, chouette. Ok, et bien nous passons à la 5e et dernière mise en situation, qui est, voilà, je suis une femme et je n'ai aucun désir d'enfant. Je ne veux pas tomber enceinte. C'est mon choix. Voilà, dans ma vie, je ne veux pas d'enfant. Et voilà, je voudrais savoir comment je peux utiliser la symptothermie pour ne pas avoir d'enfant. Oui. Ouais. Eh bien, oui, je peux répondre à cette question facilement, puisque moi, à la base, j'ai appris la symptothermie. Pour ça, c'était pour faire de la contraception. Et puis peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, j'aurai envie d'avoir un enfant. Mais à la base, j'ai appris la symptothermie parce que j'avais besoin d'une contraception fiable, quand même. Et c'est vrai qu'en France, souvent, les méthodes naturelles sont pas très bien vues, parce qu'on pense souvent à la méthode Ogino, qui n'a rien à voir. La méthode Ogino, c'est juste vraiment une méthode de calendrier. Et ce que je vous disais, toutes les femmes n'ovulent pas à J14. Du coup, avec la symptothermie, il y a vraiment plein de règles. Mais globalement, c'est un accompagnement sur 4 modules de 2 heures chacun, qui vont vous apprendre pas à pas, parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais à savoir quand vous êtes fertile et quand vous ne l'êtes pas. Donc le premier module, ça va déjà être d'apprendre à s'observer, comment remplir un graphique. Le deuxième module, on voit les règles d'infertilité post-ovulatoire, donc quand je suis plus fertile après l'ovulation. Troisième module, c'est voir quand je suis infertile avant l'ovulation. Et le dernier module, c'est des révisions, comment aussi je peux observer mon col de l'utérus. Et puis on parle aussi du désir d'enfant, voilà, si un jour ça se présente, ou comment constater une grossesse sur un graphique. Donc on apprend vraiment ces méthodes pas à pas. Et voilà, donc c'est vrai que la symptothermie, ça demande un apprentissage, ça demande un investissement en temps. Au niveau du matériel, c'est pas énorme, il vous faudra juste un thermomètre, imprimer votre graphique. Pour la formation, je demande aussi d'acheter un livre d'exercices, parce que en 3-4 mois d'observation, on n'a pas forcément le temps de voir toutes les possibilités. Je sais pas, par exemple, si j'ai un graphique où je tombe malade, comment ça se passe si ma température elle est perturbée. Donc on a aussi un livre d'exercices, donc ça permet de voir la théorie. On fait beaucoup d'exercices aussi pour que la femme en 3 mois elle puisse être autonome, s'observer. Voilà.
Et ensuite, c'est vrai qu'il y a la question de... il y a quand même, ça dépend des femmes, mais une bonne dizaine de jours dans le cycle où vous êtes fertile. Donc ensuite, ça va être vous questionner avec votre partenaire. Et c'est là aussi où lui, ça le rend plus impliqué dans la contraception, peut-être que quelqu'un qui prend une pilule ou qui va mettre un stérilet, mais c'est se dire, ok, comment je vais gérer ma période fertile, et de se poser avec son partenaire et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à ce moment-là, on envisage d'autres méthodes de contraception barrière, comme le préservatif, le diaphragme, enfin bref, ça, vous pouvez aussi en discuter avec votre sage-femme ou votre gynécologue sur les autres méthodes barrières qui existent. Et puis, ça peut aussi réinventer un peu sa sexualité, parce qu'il n'y a pas que la pénétration. Donc, ça va être... c'est une porte ouverte à la discussion aussi. Et ça va impliquer aussi le partenaire qui, lui aussi, va certainement mieux comprendre comment vous vivez vos cycles. Ça peut être super intéressant pour lui. Moi aussi, encore une fois, il n'y a pas de souci pour accueillir les partenaires et que vous appreniez la méthode ensemble. J'ai pas de problème avec ça. En général, c'est bien qu'ils soient là au premier module parce que eux aussi, ça peut les rassurer. Parce que souvent, par rapport aux méthodes de contraception naturelle, comme on n'a pas forcément des bons échos, ça rassure le partenaire de voir que c'est quand même une méthode qui est basée sur la science, sur l'anatomie-physiologie, et que c'est pas de la prédiction comme ça. Ça rassure aussi les hommes et ça peut les impliquer. Moi, ça m'arrive des fois que mon mari me dise « Est-ce que tu as bien pris ta température avant que je me lève ?» Donc non, c'est chouette. Encore le mot chouette qui revient. Toujours. Autonomie, donc moi ce que j'en retire, c'est de l'autonomie et de la communication avec les personnes avec qui on est. Ok. Et une meilleure connaissance de soi. Super. Merci. Bon. Les mises en situation sont terminées. Oui. Et maintenant je vais passer à la fameuse question qui est quelles seraient les 3 pépites, 3 conseils, 3 astuces que tu aimerais offrir aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent? Oui. Alors, 3 astuces. Et on est plus dans le domaine de la périnatalité. Périnatalité et plutôt axé pour les personnes qui sont futurs parents ou déjà parents. Okay. Et voilà, qui ont un désir d'enfant ou... Ok. Ouais. Alors, pour les futurs parents, moi, ce que je vous dirais, c'est que aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. On a l'habitude de tout avoir comme ça. Et c'est peut-être difficile à dire, surtout qu'aujourd'hui, on fait les enfants de plus en plus tard dans nos vies. Donc, la fertilité baisse aussi avec l'âge. C'est une des raisons... des problématiques d'infertilité, c'est qu'on a tendance à reculer aussi cet âge-là. Donc, mon premier conseil, c'est quand même de se laisser du temps. On aimerait certainement tomber enceinte dès le premier coup, peut-être même avec la symptothermie. Des fois, toutes les conditions, elles sont réunies pour que ça devrait fonctionner et ça marche pas. Peut-être que c'était pas le bon ovule, peut-être que c'était pas le bon spermatozoïde. Il y a quand même une partie mystère. Donc il faut accepter que ça prenne du temps, il faut se laisser le temps. Et puis que vous pouvez quand même être acteur pour améliorer votre hygiène de vie. Il y a quand même des choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est de ne pas désespérer si ça ne fonctionne pas au bout de 3 mois. En moyenne, il faut 6 mois pour avoir une grossesse. Donc déjà, ça, c'est mon premier conseil pour les personnes. Voilà. Mon deuxième conseil, ce serait peut-être toujours dans les projets de grossesse, des fois dans les milieux médicaux, malheureusement, il y a des mots qui peuvent être un peu assez durs. Et c'est peut-être de ne pas se laisser abattre et parfois aussi d'aller chercher un deuxième conseil médical, dire ok, si ça n'a pas passé avec tel gynécologue, essayez d'en voir un autre.
Donc ce serait se faire confiance face à la médecine. Ouais, se et faire ne pas confiance. hésiter à... Oui, et puis par exemple, moi j'avais une femme qui était venue me consulter. Voilà, ça fait 1 an qu'elle essaye, ou 2 ans, il me semble que ça faisait déjà 2 ans qu'elle essayait. Son gynécologue n'avait pas envie d'aller pousser plus loin, les examens. Et moi je lui ai dit, mais allez voir quelqu'un d'autre. Il y a une amie de mon mari qui est gynécologue, je lui ai posé la question, est-ce que c'est normal? Elle m'a dit, ah non, moi à ce niveau-là, j'aurais fait tel et tel examen. Donc je lui ai dit, écoutez, parce qu'elle était vraiment pas bien moralement, donc je lui ai dit, écoutez, allez prendre un deuxième avis, allez voir peut-être un autre gynécologue qui lui va pousser les choses plus loin, puisque nous, en termes de naturopathie, on avait déjà mis en place énormément de choses, donc c'était beaucoup, très souvent, c'est vraiment beaucoup rassurer les gens, et des fois juste en les rassurant, et ben ça permet déjà de débloquer certaines situations. Et du coup, 3e pépite, donc là je vais m'adresser plus aux parents, ce serait de ne pas vous oublier vous-même. Je sais que ça doit être facile à dire et plus difficile à mettre en place, mais essayez de garder des moments pour vous en tant qu'individu, même si c'est juste une fois dans le mois, je sais pas, peut-être s'offrir un massage, une consultation naturopathie, quand ce sera possible, peut-être que voilà, au niveau de l'emploi du temps, vous avez réussi à trouver une certaine routine, de vous recaler, je sais pas, une séance de sport ou une séance d'une activité qui vous faisait plaisir. Mais souvent dans notre vie d'adulte, on a tendance à s'oublier. Et moi, c'est toujours une question que je pose en consultation, c'est qu'est-ce qui vous apporte du plaisir dans votre vie? Quelles sont les activités qui vous mettent en joie? Parce que ça fait partie de la santé aussi. Donc voilà, ce serait mon 3e conseil. Merci Julia. Ok, maintenant, l'une des dernières questions, c'est où je peux te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver, donc mon cabinet, il est au Mans, au 274 avenue de la Libération. Sur Internet, donc j'ai une fiche Google où vous pouvez lire mes avis. J'ai un site internet, juliacollet.com, où je publie également des articles de blog, je mets mes actualités. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc mon nom de réseaux sociaux, c'est Naturopathon. C'était un peu conjugué le verbe qui n'existe pas de naturopathe, ensemble Naturopathon. Voilà, ou vous tapez Julia Collet, Naturopathon, vous allez me trouver. Donc sur Instagram, Facebook, essentiellement. Ouais. Merci. Oui. Ok, et maintenant, je t'avais promis une petite surprise qui est la fin. Ouais. Et donc, je vais te demander le mot de la fin. C'est le mot que tu as envie de laisser résonner en tête les personnes qui vont écouter ce dernier mot final. Et pendant ce temps-là, moi, je vais éteindre tout tranquillement juste un seul mot que tu aimerais dire avant que ça coupe. Que tu mets la pression. Oui, je fais tourner mes petits doigts. J'ai envie de dire amour. Yeah. Merci Julia.